remercie. Je vous remercie. Nous avons donc aux questions. J'invite tous ceux qui souhaitent intervenir dans la table ronde à s'inscrire auprès de la direction de la séance. Chaque question sera immédiatement suivie de sa réponse afin que le débat soit le plus fluide possible. Donc je rappelle, 2 minutes de questions, 2 minutes de réponse. Je vous remercie aussi de préciser à quel intervenant s'adresse votre question. La première question va être posée par Madame Soumia Bourois du groupe GDR NUPES à l'initiative de ce débat. Ah pardon, ben, Monsieur Daréville alors. Excusez-moi, c'était pas trop. Merci Madame la Présidente. Les interventions que vous venez de faire montrent à quel point la situation est alarmante. Je prends un mot qui a été employé par l'une d'entre vous. C'est un problème majeur, effectivement, que celui de la situation des enfants en situation de handicap et de la capacité de la société à les accompagner, en tout cas des moyens qu'elle met en œuvre pour ce faire. Il y a quelque temps, nous avons déposé une proposition de loi avec mon groupe relative aux accompagnants et accompagnantes d'élèves en situation de handicap concernant la création d'une catégorie d'agents de la fonction publique avec un exercice à temps complet et en tout cas un nouveau statut pour ces personnels qui effectivement exercent un vrai métier, un métier qui n'est pas suffisamment reconnu. Je voudrais avoir votre sentiment sur cette question-là, en sachant que dans le rapport de Madame la Défenseure des droits, et donc dans votre rapport, la question de la formation paraît centrale. Quels sont les besoins, peut-être je m'adresse aussi alors, Madame la représentante des parents qui est là, les besoins en termes de formation que vous avez pu identifier en la matière, comment voyez-vous les choses? Ma deuxième question, elle portera sur les souffrances que peuvent engendrer pour les personnels enseignants, une école qui n'est pas adaptée aux élèves en situation de handicap. Comment ces manques, notamment d'AESH, ont un effet sur la manière de faire l'école et possiblement n'instaure-t-il pas une dégradation des conditions d'exercice pour les équipes pédagogiques? Enfin, en 2002, le rapport que j'ai cité précédemment faisait le constat d'une école encore inadaptée, entraînant des déscolarisations massives et du décalage entre l'augmentation des moyens humains et financiers et le nombre, quoique insuffisant, le nombre grandissant d'enfants dont les besoins sont très largement mal couverts. Et ça recouvre des situations que nous connaissons à l'échelle de la vie de nos territoires. Donc, comment voyez-vous l'évolution des choses depuis que ce rapport a été publié? Je vous remercie. Madame Battu. Alors, la question sur les besoins de formation et aussi comment nous percevons les AESH, enfin nos relations. Alors, en fait, les parents ne sont pas censés avoir de relations avec les AESH et ils sont censés avoir des relations avec les enseignants. Et c'est vrai que d'une certaine façon, ça peut se comprendre, mais en même temps, c'est un peu triste. Ça veut dire qu'on découpe les choses. Hein. Et on aurait un intérêt à trouver des modalités pour se parler beaucoup plus, y compris parce que les parents ont des choses à dire sur ce qui pourrait aider leurs enfants. Et les AESH ont aussi des observations qui peuvent être utiles et à confronter. Moi, de mon expérience, on a une Ulysse à côté de nous à Cachan, où ceux qui ont tenu à bout de bras, il n'y avait pas de coordinateur, c'était 2 AESH. Dont d'ailleurs les profils montrent que en fait ils sont pas là par hasard quoi en fait, mais ça c'est parce qu'ils ont une vraie vocation. Alors ce qu'il faut effectivement, c'est évidemment des cursus de formation, mais aussi des possibilités d'évolution. Un des AESH-Co que nous venons de perdre parce que on lui a dit soit tu renouvelles ton contrat de 3 ans, bah, soit tu vas pas jusqu'au bout de l'année. Hein. Alors que lui voulait aller jusqu'au bout de l'année, mais il voulait être enseignant après. Enfin, je veux dire, bon, enfin, on décourage quelqu'un qui veut être enseignant, qui veut avoir un parcours. Donc je pense qu'il faut vraiment décloisonner tout ça. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Et vous avez 40 secondes si vous voulez ajouter quelque chose ou pas. Juste rapidement de dire que on fait reposer quasi exclusivement le virage inclusif sur des AESH qui elles-mêmes ne se sentent pas inclus dans l'éducation nationale. Ça c'est fondamental. La deuxième chose c'est tout le monde, toutes les institutions aujourd'hui, et je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'elles le fassent, mais se désinstitutionnalisent, sauf l'école par définition. Et elles se désinstitutionnalisent par la réponse par le prisme de qui paye plutôt
par la réponse aux besoins. Une AESH est AESH de 9h à midi, éducation nationale, de midi à 13h30, mairie ou département, et ce qui conduit à ce que des mamans, en plus quand c'est une classe Ulysse, alors là quand c'est une classe Ulysse, vous n'avez pas le choix de l'école, eh bien vous mangez, vous déjeunez dans la voiture parce que vous habitez à 50 km. Je vous remercie. La parole est à Madame B.